On m'avait mis dans la tête que si j'arrivais pas à gagner un prix avant mes 21 ans, il fallait que j'arrête le piano. Il y a beaucoup de requins dans le monde artistique, parce qu'en plus, il y a un monde de compétition à gérer autour. Des journaux, j'avais gagné des prix, je montais sur scène, mais je n'avais pas confiance en moi. Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. J'ai un immense plaisir d'accueillir Anaïs Crestin. Bonjour Anaïs. Bonjour Julita, merci de l'invitation. Anaïs, tu es une des plus grandes pianistes d'Argentine, originaire de Vendée. Exactement, enfin, j'ai eu une carrière en Argentine, on peut dire, oui, importante. J'étais souvent appelée pour jouer et j'ai fait des créations d'œuvres. Donc oui, je suis reconnue en tant que pianiste en Argentine. J'ai joué en Europe aussi. Durant cet épisode, nous entendrons les morceaux que tu interprètes au piano. Ce sera un grand plaisir d'avoir cet accompagnement-là. Aujourd'hui, tu es coach pour artistes et musiciens et tu les accompagnes à développer la communication digitale pour faire décoller leur carrière. Oui, exactement. J'accompagne à 90% des musiciens, mais j'ai quand même très envie d'accompagner d'autres artistes et j'ai accompagné notamment une photographe, une céramiste, une musicothérapeute. Donc, je reste ouvert aux artistes en général, à l'art, puisque les problématiques sont quand même les mêmes. Évidemment, en tant que musicienne moi-même, je suis 100% légitime pour savoir ce que c'est la vie d'un musicien, d'une musicienne, notamment aussi l'envers du décor, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique liée au stress, à la gestion, tout ça, on va en parler tout à l'heure. Et j'aime aussi travailler avec d'autres artistes. Je comprends. Le sujet central que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode, c'est comment faire le switch après une vie dédiée à sa passion, comment continuer la vie après une carrière de pianiste professionnel. Mais avant que tu nous racontes ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenue pianiste? Je suis devenue pianiste, je pense parce que la musique m'a appelée depuis toute petite. Le son du piano m'a envoûtée, je pense, parce qu'à 4 ans, je chantais, je me cachais sous le piano, je pianotais, Mhm. etc. Très vite, on m'a dit il faudrait l'inscrire au cours de musique du village, ensuite de la plus grande ville à côté. À 16 ans, j'ai eu mon prix. Et c'est vrai que j'ai été peut-être captivée par cet univers où on n'a pas besoin de parler avec des mots, mais il y a des sons qui donnent toute une sorte de beauté musicale. Je faisais beaucoup de danse aussi, donc l'art m'a toujours intéressée. C'est aussi un peu un échappatoire des problèmes de sa vie, ça on pourra aussi en parler quelque part. Donc c'est facile d'aller se réfugier, même en tant que toute petite fille ou à l'adolescence aussi, de se mettre au piano parce qu'on oublie le temps, etc. Et moi, c'était vraiment une passion. Depuis le début, Mm. depuis les premiers morceaux, je pouvais passer des heures et des heures au piano. Je ne voyais pas le temps passer. Est-ce qu'on peut dire Donc, que l'art est pour toi le mode préféré de communication? c'était plus facile pour moi de communiquer mes émotions à travers la musique. Mhm. Et ça, je me rends compte aujourd'hui. Ce n'était pas clair du tout pendant toutes mes années de D'accord. pianiste. Mais quelque part, effectivement, c'était un moyen de canaliser les émotions, ou en tout cas de thérapie personnelle, quelque part. J'étais bien au piano, même si le parcours musical a été lié à beaucoup de souffrances, d'heures de travail, des choses quand même compliquées à gérer à côté de ça. Moi, je dis, il y a beaucoup de requins dans le monde artistique. Des fois, c'est très dur, on se fait critiquer, etc. Donc, c'est vrai que
je m'en suis pas rendu compte. Moi, ce que j'aimais, c'était interpréter les morceaux. Je sais que j'avais eu une prof, je crois, vers 11 12 ans, qui m'avait dit, ah, ce morceau, ben regarde, c'est comme mettre la main dans la mousse au chocolat. Tu joues cette mélodie-là et regarde comme les papillons volent. C'était un monde imaginaire, c'était un monde poétique. C'était comme lire un livre où on part dans une histoire. Donc, à chaque fois que j'interprétais, c'était se raconter des belles histoires ou alors des histoires tristes. Mais voilà, ce monde-là était presque hors danger finalement, parce que c'était mon monde. Donc pour moi, c'était un refuge. Mais comme tu dis, ce refuge, il avait ses parts d'ombre et donc il y avait la difficulté, le travail, la dureté de ce monde. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui le vivent ou qui ont envie de se lancer, comment ça s'est Oui, passé pour toi? oui, et c'est important parce que ce soit le monde du sport ou le monde de la danse, le monde de la musique, etc., il y a une rigueur, il y a une discipline obligée, on va dire, pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et souvent, on nous inculque, ou en tout cas qu'on est obligé de souffrir pour y arriver. Hmm. Enfin, d'étudier, ben, étudier, on répète, on répète, on répète. Des fois, on peut avoir. Moi, c'était pas tellement le cas pour moi, j'ai pas eu de problème physique. J'ai pas eu de tendinite ou des choses comme ça, mais même par exemple, dans la danse classique, par exemple, vraiment, on habitue les jeunes filles à avoir les pieds en sang, et c'est normal, par exemple. Hmm. Dans la discipline, pour arriver à un niveau, c'est normal de souffrir. Sinon, bah, tu vas pas gagner ton prix. Combien Donc, d'heures d'entraînement par jour? moi, j'étais plutôt assez douée, on va dire, donc j'apprenais vite et j'étais pas dans celle qui travaillait le plus jusqu'à ce que j'en fasse mes études, enfin que je parte de chez moi et j'aille à Paris étudier, ensuite en Allemagne. Là, vraiment, au moment de mes études, c'était 8 heures par jour. 8 à 10 heures par jour. Des fois, je me levais à 6 heures du matin pour être la première au conservatoire, pour pouvoir avoir une salle, parce qu'en plus, il y a un monde de compétition à gérer autour. Dans la classe de piano, on peut être 10 élèves et bah, on se bat un peu entre nous pour être la meilleure. Enfin, il y a des Oui. choses à gérer comme ça, ou en tout cas d'avoir la salle en premier et de travailler plus. Enfin, on va dire que moi, personnellement, j'étais assez compétitive. Donc, je sais que quand j'ai étudié à Paris, par exemple, je me suis sentie très seule parce que j'étais pas dans un univers étudiant. Le piano est un instrument quand même solitaire. On m'avait mis dans la tête aussi que si j'arrivais pas à gagner un prix avant mes 21 ans, il fallait que j'arrête le piano. Hmm. Donc, il y avait une espèce de pression qu'il fallait vraiment, vraiment y arriver avant une date, avant mes 21 ans. Et ça, on me l'a dit. Hein. J'ai eu des profs qui m'ont dit si bah, tu devrais faire autre chose. Parce que si tu n'as pas gagné ton premier prix de concours international avant cette date-là, tu sais, c'est trop dur le monde de la musique. Et quand je suis arrivée en Allemagne, ben, j'avais ça dans la tête, Quand mais en est-ce fait, je que suis tu arrivée en pars en Allemagne. Allemagne? Et à quel âge? Je pars alors, à Paris, j'ai étudié environ de 17 ans à 21 ans. Et en Allemagne, je suis partie donc à 21 ans et j'ai étudié jusqu'à mes 26 ans. En Allemagne, de 21 ans à 26 ans, la mentalité change. Et là, on me dit, mais tu es très jeune, tu peux encore étudier longtemps la musique. Donc tout d'un coup, l'univers quand même change, s'améliore par rapport à mon parcours musical. On m'ouvre les portes, on me dit qu'il y a beaucoup plus que gagner un concours international pour faire une carrière, ou qu'on n'est pas obligé de passer des concours d'ailleurs. Enfin, donc je me relâche un petit peu Est-ce que avec tu penses que ça vient de la mentalité qui est propre à un pays? l'école à Paris, le Conservatoire national supérieur de musique, est une des écoles les plus prestigieuses au monde, où tout le monde a envie d'aller étudier par rapport au prestige. En fait, la France, au niveau de la carrière musicale, il y a deux villes, Lyon et Paris. Et Paris reste vraiment beaucoup plus prestigieux que d'aller étudier au CNSM de Lyon. Même si c'est très bien le CNSM de Lyon, les études musicales dépendent énormément de l'entourage et du professeur. Mais en France, on nous a mis que l'institution est plus importante presque que le professeur. Alors qu'en Allemagne, il y a une vision complètement différente. Déjà parce qu'il y a beaucoup on appelle ça les Hochschule, donc les universités pour la musique, que le niveau est très haut, aussi haut Hmm. qu'à Paris, mais il y en a un par land ou même plus, enfin il y en a beaucoup, je ne saurais pas le nombre exact, on va dire au moins 20 Hochschule en Allemagne, voire plus. Du coup, et toutes les Hochschule ont leur professeur de renom. Et ça serait plus aller avec telle école, etc. C'est pas tellement l'institution. Et le niveau d'entrée, même s'il est très haut, ne se limite pas à un âge.
En D'accord. France, il faut vraiment, vraiment être très jeune, même 11, 12, 14 ans, 16 ans, etc. Sinon, c'est trop tard. Et Hmm. en fait, ça n'est absolument pas vrai, hein. Pour être musicien, faut avoir des qualités bien autres que l'âge. Mais voilà, Donc, tu étudies en Allemagne jusqu'à tes 26 ans. oui. Comment se passe la carrière après l'école? Donc moi, je viens pas, même si mon père jouait du piano, on avait un piano dans la famille, c'était tout, hein. Il y avait le meuble, un petit peu de piano, mais j'ai pas eu de conseils à la maison pour une carrière, par rapport à une carrière musicale. Donc Mhm. je me trouve en Allemagne avec quand même une mentalité assez ouverte sur, on peut être pianiste d'orchestre, on peut être pianiste, c'est-à-dire que musicien, c'est pas seulement pianiste concertiste, ça peut être plein d'autres choses, chef de chant, etc. En Allemagne, je fais des rencontres et d'ailleurs, je rencontre des personnes qui sont vraiment liées avec l'univers musical. Je commence à travailler, je commence à entrer dans des orchestres, à gagner de l'argent aussi. À un moment donné, j'ai même travaillé dans un shopping avec un piano blanc au milieu du shopping. J'ai D'accord. Je fait me demandais qu'est-ce que tu fais dans le shopping, mais tu joues du piano dans un magasin. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un grand shopping avec un piano blanc à queue pour le moment de Noël et j'ai joué les chants de Noël pendant un mois à peu près. Donc, je les connais tous par cœur, c'est bon. Mais en tout cas, voilà, il y avait des opportunités qui se sont présentées pour que je me dise, bon, ben, ok, je vais pouvoir vivre de ma passion. Puis finalement, ben, le hasard de la vie, il n'y a pas d'hasard, mais en tout cas, les rencontres de la vie font que je connais l'Amérique du Sud. Hmm. Je fais des voyages en Amérique du Sud. Je gagne mon premier concours international à 26 ans, finalement. 26 ans, non pas 21, mais ça ne m'a pas empêché d'enchaîner ensuite. C'est vrai que ça aide de gagner un concours, d'avoir, voilà. Et Donc, donc ce je gagne concours, tu le gagnes en Argentine, c'est ça? exactement à Buenos Aires. J'ai le premier prix du concours international Alberto Ginastera. Donc là, c'était vraiment un gros défi pour apprendre ces pièces-là. En fait, à ce moment-là, je m'en sentais absolument pas capable, mais je l'ai fait et j'ai gagné. Donc voilà, finalement. Et ça m'ouvre un petit peu les portes sur plus de concerts et encore une autre mentalité qui est différente de l'Europe, une autre musique aussi. Donc tu Et je me suis t'installes en Argentine après ça. exactement, je m'installe en Argentine. Je travaille au Théâtre Colonne comme chef de chant, comme on dit en Argentine, maestra interna, maître intérieur d'un théâtre. Et en fait, qu'est-ce que ça Mhm. veut dire? C'est qu'on a un rôle multiple. Là, je commence à découvrir justement un panorama plus grand du métier d'artiste, de Mhm. musicien. Donc, je suis à la scène, direction de chœur. Je joue aussi à la philharmonie, le piano, la celesta. Oui, j'ai été chef de chant, j'ai fait des répétitions avec des chanteurs très très connus. Donc c'est un univers qui me plaît beaucoup, mais qui est très exigeant aussi. Parce que là, on nous dit directement, le contrat, c'est de 11 heures du matin à 23 heures le soir, tous les Mhm. jours, sauf le Mhm. lundi, mais avec pas de vacances. Il faut des fois apprendre un opéra. Allez, c'est peut-être pas du jour pour le lendemain, mais en quelques jours. Et là, un Mhm. opéra fait 400 pages. Donc là, je me retrouve avec une difficulté personnelle. C'était vraiment on m'obligeait presque, et c'est ça, c'est le travail de co-répétiteur, de chef de chant, de pianiste comme ça, répété au dernier moment, de devoir presque mal faire mon travail. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut pas. J'étais assez perfectionniste à l'époque, je le suis moins maintenant, mais quand même. En tout cas, j'aimais pas ne pas jouer toutes les notes, ne pas devoir peut-être des fois faire des fautes. Et ça a été dur à gérer. Donc, je suis partie et je me suis vraiment dédiée à l'enseignement aussi. Donc, je suis rentrée à l'Université des Arts, j'ai enseigné, ça m'a vraiment passionnée d'aider de jeunes musiciens. Mhm. Je les ai entraînés aussi à faire des concours, donc à Mhm. passer des concours eux-mêmes. Et j'ai fait beaucoup de concerts à côté parce que ce travail-là d'enseignement me laissait la place pour voyager, pour faire des Mhm. tournées. Et là, j'ai connu énormément de pays en Amérique du Sud. J'ai aussi enregistré 2 disques. Et voilà, c'était vraiment très beau. Et donc, il arrive le moment où tu décides de terminer ta carrière de pianiste. Alors, décider de terminer ma carrière de pianiste est un bien grand mot parce que j'ai un concert dans 2 jours. Donc, c'est-à-dire que j'adore jouer du piano. Mais à un moment donné, ma vie personnelle fait que je me rends compte que pour vivre enfin, en tant que concertiste, c'est très difficile. Mhm. C'est très
exigeant, ça me faisait voyager et n'être jamais à la maison. Et aussi, un moment, de façon logique, ça ne me rapportait pas assez pour vivre directement. Oui, parce que il faut souvent aussi investir, etc. Donc, les clips, les projets de disques, c'était cher. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas du tout sur ma communication, d'ailleurs. Donc, j'avais une Oui. très mauvaise communication personnelle. J'avais une très mauvaise confiance en moi. Donc, je n'arrivais pas à me mettre en avant. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué parce que j'ai joué seule, mais à chaque fois, je me sentais moins bien seule Mhm. et j'ai du mal à voyager seule. Donc, le côté concertiste seul qui aurait pu peut-être me faire gagner même plus d'argent parce que j'ai joué avec orchestre des concertos, ça rapporte quand même plus que d'autres concerts, on appelle ça musique de chambre, c'est-à-dire en duo, trio, etc. Mais je préférais largement jouer avec quelqu'un d'autre. Donc, me faire Mhm. accompagner quelqu'un, que ça soit pas moi qui porte le projet. Donc, à ce moment-là de mon chemin, après on en parlera, mais c'est vrai que moi, j'ai fait pas forcément toujours des bonnes rencontres. J'ai eu aussi des projets qui, je pourrais le dire aujourd'hui, qui ont abusé certainement de mon travail et j'ai pas été rémunérée à ce moment-là. J'ai pas demandé non plus pour le faire. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, arrivé à la fin du mois, c'était compliqué. Toujours devoir bouger, être invitée à droite à gauche, c'était génial parce que je voyageais, mais finalement, bah, c'était pas stable. J'ai décidé de trouver une solution. Donc, je pensais donner plus de cours, mais au niveau des horaires, c'était compliqué et c'était pas non plus le bon choix pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai fait une formation, je suis tombée sur une formation en management, en Mhm. communication, qui a été une révélation incroyable. Mhm. Mais incroyable dans le sens, ça m'a ouvert la porte au mindset, en fait. Mhm. Le premier module, c'est les premières visios que j'ai et les premiers coachings, c'était avoir le mindset d'entrepreneur, de se mettre en avant, Mhm. d'avoir confiance en soi, ce que je n'avais pas jusqu'alors. Alors que je faisais la une des journaux, j'avais gagné des prix, je montais Mhm. sur scène, etc. Mais honnêtement, je n'avais finalement pas confiance en moi. Donc, ce monde-là du coaching, en fait, de la communication, m'a intéressée dès la première minute. Mhm. Et suite à ça, j'ai proposé des services pour aider les musiciens, ce qui me tient énormément à cœur, musiciens, artistes, etc. Et j'ai commencé à travailler, donc depuis chez moi, quand je veux, d'où je veux, ce qui me convient très très bien aujourd'hui, Mhm. personnellement. Et j'ai développé mon entreprise depuis fin août 2022. La première année, j'ai accompagné 22 artistes. Et cette Mhm. année, je continue à accompagner d'autres artistes sur des périodes de 3 à 6 mois. Des fois même, j'ai accompagné des artistes jusqu'à 1 an dans le développement de leur carrière. Et j'adore pouvoir justement mettre à profit ce que moi m'a manqué en tant que pianiste Mhm. pour pouvoir justement éviter certains problèmes et en tout cas ne pas arriver peut-être à laisser la place à quelqu'un d'autre, alors que finalement, on a quand même envie d'être Mhm. aux premières loges aussi, enfin, en tout cas dans une carrière, dans une sortie d'album. Voilà, il faut la faire correctement. Moi, j'ai sorti 2 albums, j'en ai jamais fait la communication. Oui. Alors moi, ce que j'entends, c'est vraiment une grande expérience aussi dans les galères que tu mets aujourd'hui au bénéfice de tous ceux qui en ont besoin, des très belles prises de conscience avec une réflexion, oui, finalement, je n'étais pas prête pour avoir la meilleure place dans ce monde. Et honnêtement, je voyais pas le monde de musique classique aussi complexe et difficile. Quand tu dis ça paraît naturel, pourquoi il serait différent que musique pas classique ou un monde de sport où on sait que c'est assez compliqué? Mais on a un petit peu ce côté idéaliste de monde très doux, très beau, très zen. Et les coulisses le sont beaucoup moins. Je tiens aussi à souligner pour ceux qui nous entendent que tu travailles à distance en France avec les artistes français, belges, bientôt suisses. Merci pour ce partage parce que le monde de musique classique, on le voit souvent très beau, très zen. C'est quelque chose qui nous fait rêver.
Et on ne s'imagine pas que les coulisses sont si compliquées et si dures. Et je comprends très bien que tu as basculé petit à petit dans le monde d'accompagnement et les artistes que tu accompagnes ont la chance de bénéficier de l'expérience de tes galères, de tes prises de conscience et de savoir faire quelle est la bonne méthode aujourd'hui. Oui, c'est très beau ce que tu dis et c'est très juste. Et d'ailleurs, c'est très beau dans le sens, effectivement, quand on écoute de la musique, et même la musique classique, la musique qu'on écoute, elle est toujours belle. Mm, Enfin, en tout cas, moi, elle me fait vibrer, etc. Et d'ailleurs, chaque compositeur peut transmettre ses émotions, des émotions de la tristesse, de la joie, de la colère, mm, etc. Donc, c'est le monde qu'on écoute qui permet justement à une personne, si en plus elle souffre ou elle est entourée, mal entourée, ou elle a ses problèmes personnels, etc. Donc, dans la musique, on canalise et on en met encore plus de l'émotion mm, et c'est bien. Mais la réalité, c'est justement l'entourage est fondamental d'être dans la bienveillance, dans l'accompagnement, etc. Moi, pour entrer un petit peu plus au fond des choses, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance toujours d'être bien accompagnée. Dans ce monde-là, j'ai rencontré, on appelle ça aujourd'hui pervers narcissique, mais c'est vrai que un, un mentor ou un professeur, quel qu'il soit, c'est une personne qui peut-être est mal intentionnée ou en tout cas n'a pas les bons outils pour expliquer les choses ou critique ou tape sur les mains ou voilà, fait, ben, la personne qui peut interpréter, elle n'est pas bien accompagnée. mm. Moi, j'ai souffert d'un prof, voilà, compliqué. Il y en a beaucoup dans le milieu. On s'en rend pas compte et on s'en rend peut-être même moins compte parce que finalement, les personnes qui interprètent bien ou qui font carrière mettent tout ça dans leur musique et c'est encore plus beau presque. Je dirais, Mm. Parce que ce que tu me dis, les professeurs, probablement, ont subi le même sort. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils avaient des professeurs très exigeants, avec parfois des méthodes violence physique, oui, parce tout que à fait. taper quelqu'un sur les doigts, c'est de la violence physique. Oui, oui, et puis ben, on pense depuis Schumann, Robert Schumann, compositeur, lui-même s'est infligé et s'est paralysé le quatrième doigt parce que les techniques de l'époque, c'était d'essayer d'avoir le quatrième doigt relevé et il se l'est maintenu avec un appareil mécanique et il en est devenu paralysé. Enfin, en tout cas, il ne pouvait plus utiliser son quatrième doigt. Donc, on en allait jusqu'à physiquement se faire du mal pour essayer de jouer bien. Tout ça, c'est resté évidemment d'un professeur à l'autre jusqu'à ce qu'on change les choses quand même. Et aujourd'hui, on est dans une autre. Quand Et même, donc on a. aujourd'hui, on a encore le vestige de ces professeurs qui imaginent que leur rôle, c'est d'être extrêmement exigeants pour pousser leurs élèves dans leurs limites le plus lointaines et de fournir un travail le plus acharné possible. Et on oublie dans l'histoire que souvent, derrière ce piano, c'est un être extrêmement fragile parce que l'âme d'artiste a ce caractère-là et que c'est aussi la violence psychologique. Tu en as Exactement. subi. Je ne sais pas si tu veux en parler. Tout à fait, c'est exactement, c'est comme un sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que on va dire que quelque part, quand il y a du talent, moi aujourd'hui, je le dis et j'avais du mal à le dire, mais oui, j'ai du talent. J'ai adoré jouer à 4 ans, à 6 ans, à 10 ans, je jouais des nocturnes de Chopin. Enfin, c'est pas tout le monde qui joue des nocturnes de Chopin à 10 ans. J'adorais transmettre les émotions que je pouvais ressentir ou même j'écrivais, je me souviens au début, j'écrivais des paroles, j'inventais de la musique. Et là, tout de suite, dans l'enseignement classique, j'étais au conservatoire, hein, mais je me souviens qu'on m'avait jeté la partition en disant non, 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 il ne faut pas écrire sur les partitions, par Hmm, exemple. Et bon, des choses comme ça. Donc oui, j'ai subi des violences psychologiques dont aujourd'hui, j'en suis consciente. Mais à ce hmm. moment-là, j'en étais absolument inconsciente. Enfin, je suivais ce que me disait le professeur, mais c'est pour moi, c'était sûr que c'était bien. C'est-à-dire que c'était comme ça, il n'y avait pas d'autre façon. Évidemment, quand on est jeune, on pense qu'il n'y a que cette voie-là et cette voie un petit peu de souffrance pour y arriver.
Alors Quand est-ce que, que bon, tu t'es rendu compte que c'était pas normal? mais il y a que 4 ans, Ouais. heureusement, hein. Il y a 4 ans, oui, dans ma vie personnelle, j'ai eu un choc. J'ai ouvert les yeux, voilà, Mm, sur... je ne savais pas que dans le monde, par exemple, je ne connaissais pas ce qu'était le pervers narcissique, ou en tout cas des personnes qui pouvaient être manipulatrices, ou qui pouvaient avoir des mauvaises influences, ou voilà, en tout cas, j'avais pas conscience de ça. Et puis là, quand j'ai commencé à me documenter, à lire, à aller voir un psychothérapeute. C'est-à-dire que, ben, évidemment, on prend conscience des choses et on se dit, ah oui, mais finalement, ben, il y avait des choses qui m'ont influencé ou qui m'ont fait du mal et c'était des violences psychologiques. Et on met le terme là-dessus et on se dit, bon, ce qui est fait est fait, hein, mais en tout cas, comment se développer et comment justement le mindset, le monde du coaching, de l'entrepreneuriat m'a fasciné pour ça parce que c'est ben, pouvoir, moi, mettre une petite graine, en fait, aussi, mm. et faire les choses comme j'ai vraiment envie de les faire, et d'aider des artistes comme j'ai envie de les aider, et de la meilleure façon possible. Donc, Et ça, c'est très important. est-ce qu'aujourd'hui, après avoir accompagné plus qu'une trentaine d'artistes, tu vois que ils ont un entourage toxique parmi tes coachés? Alors oui, oui, certains en parlent, d'ailleurs. Certains parlent de leur passé ou de leur quotidien ou des choses. L'entourage étant si important, en fait, même juste d'être là, de répondre à des questions de la bonne Mm, façon, évidemment, même en tant que coach, hein, on n'a pas les solutions pour tout non plus. Hein, mm, c'est pas d'un jour à l'autre qu'on va apporter une solution. Hein, ça prend du temps aussi. Euh, mais en tout cas, ben de pouvoir voir une carrière artistique comme un tout et pas comme juste on travaille son instrument ou on mm, chante, mais comme un tout, c'est-à-dire comment on va communiquer aussi, comment on va se présenter, quel état d'esprit on doit avoir quelque part l'état d'esprit d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire mm. qu'un musicien ou un artiste doit faire tellement de choses, gérer tellement de Mm, choses. Donc c'est la même chose que d'être chef d'entreprise vraiment, en tout cas, et s'entourer correctement. Que s'il y a une personne dans son entourage, que ça peut être familial, hein, que ça peut être amical ou familial, mais même une personne qui ne croit pas en cette personne, qui influence négativement en disant, voilà, la confiance en soi, la confiance en soi peut être touchée par mm. quelqu'un de son entourage. Et bon, déjà, si on s'en rend compte, ou si on est assez fort, c'est pas grave. On vit avec ça parce qu'évidemment, c'est comment on reçoit les choses. Mm. C'est-à-dire, on peut nous critiquer, on peut dire du mal de nous, mais si on est assez fort et si on n'est pas touché par ça, il n'y a pas de souci. Est-ce Par que contre, les si on est... problématiques sont les mêmes pour les garçons et les filles? Oui, j'ai accompagné des garçons qui ont des problèmes avec leur image, par exemple. Un garçon qui est chanteur et qui a du mal avec son image personnelle par manque de confiance en soi, va avoir un problème dans sa communication, va avoir un problème sur scène et va Mm, finalement être à 50% de sa capacité comme chanteur, ou même mm. moins. Alors oui, il y a la technique de la voix, oui, il y a les paroles, oui, il y a l'art en soi, mais tout le reste compte énormément. Comment tu te sens aujourd'hui comme femme? Si on fait l'abstraction de l'artiste, de pianiste, qu'est-ce que ton parcours personnel, mêlé et impacté par cette passion et ce sacrifice à la musique, a apporté à toi, Anaïs, et quelle femme es-tu devenue? C'est une question super intéressante que j'aime beaucoup parce que je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il y a 4 ans. Donc tout le travail de développement personnel, du mindset, je le trouve fondamental. Euh, Évidemment, on peut penser, ça aurait été bien que je l'aurais fait 20 ans plus tôt, mais c'est pas grave. C'est mieux que ça arrive au moment où ça arrive que jamais. Et en fait, avant d'avoir ouvert les yeux, d'avoir pris conscience sur beaucoup de choses, je me sentais en fait comme une petite fille. Une petite fille avec ses peurs, avec ses limites, ses croyances limitantes qui finalement ne m'ont pas laissé être vraiment une femme épanouie et Hmm, une femme qui salue sur scène et est fière de ce qu'elle fait.
Mm, Même dans le salut, d'ailleurs, quand je revois des vidéos, c'est comme si je disais presque pardon. mm, Euh, ou alors, en tout cas, je jouais un concerto qui était magnifique. Aujourd'hui, je l'écoute, je dis, je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis mm, fière d'écouter ça, j'aime ce que j'ai fait, etc. Mais quand je l'écoutais sur le moment, ben, je voyais, voilà, ce passage, j'ai fait une fausse note. Et mm. excusez-moi un peu. Alors que ben, aujourd'hui, je peux faire 10 erreurs à la semaine, ouais, mais c'est pas grave. Mm. Je suis fière de chaque petit pas en avant que je fais. Je me sens bien. Je travaille sur moi. J'ai repris aussi personnellement une relation avec mon corps et mon image beaucoup plus positive qu'avant. Mm. Même si avant j'étais plus fine que maintenant, hein, on va dire. Mm. À nous les femmes, toujours notre indice sur la balance, hein. Ça, mais en fait, mais même comme ça, j'étais fine, j'étais belle, j'étais rayonnante il y a des années. Mais aujourd'hui, même si j'ai plus de rides, etc., je me sens mieux. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux dans ma carrière. Je, je suis contente d'avoir fait tous les voyages que j'ai fait, tous les concerts que j'ai fait. Quand je m'écoute, je suis contente de m'écouter avec les failles qu'il y avait, avec des petites fausses notes, avec c'est pas grave. Mais c'est vraiment l'attitude qu'on a. Mm. L'attitude a énormément changé. Merci pour ce retour parce que je travaille avec les femmes sur l'estime de soi. Donc, moi, je travaille énormément avec les femmes aux alentours de 40 ans, question générationnelle. Et c'est la période où on a ces questionnements-là et ces doutes dont tu parles, manque d'estime de soi, on voit que des choses qu'on n'a pas réussies, que des erreurs, que des critiques qu'on a pu entendre. On accumule ça dans nos sacs à dos et on se balade avec ça dans la vie. Et donc, mon job de coach aussi, c'est de enlever ce poids-là et le remplacer par les expériences formatrices, des réussites et une perception de choses qui est beaucoup plus bienveillante pour soi-même. Mais là où ton témoignage me touche tout particulièrement, c'est que de l'extérieur, on aurait dit que tu avais tous les signes de reconnaissance sociale. Tu étais une pianiste prisée qui jouait des concerts, était applaudie par des centaines et des milliers de personnes, et malgré tout, au fond de toi, tu me dis que tu manquais de l'estime de soi. Oui, mais c'est exactement ça quand on parle. Les artistes sont des artistes. C'est-à-dire que une danseuse qui a mal aux pieds, qui a les pieds en sang, va danser avec l'énorme sourire. Hmm, Et tout le monde va l'applaudir alors qu'elle a mal. Et moi, je saluais sur scène et on m'applaudissait de toute façon. Et j'étais heureuse de faire ça. hmm, Et donc, tout ce qui est article, tout ce qui est presse, tout ce qui est, c'est finalement une façade. Si je fais un bilan de ma carrière aujourd'hui, je suis hyper contente de tout ce que j'ai fait, hmm, et je ne le dois à personne. Parce qu'avant, je disais, ah, je dois ça à telle personne, je dois ça à telle personne. Non, mais on m'a aidé pour faire ça. C'est pas moi qui l'ai fait, presque. Alors hmm, que c'est moi qui ai fait ça. J'ai eu mon bac mention très bien, j'ai une licence de lettres, j'ai étudié, je me suis levée à 5 heures du matin pour travailler 8 heures par jour. Euh, donc, ces sacrifices, je les vois comme c'est moi qui les fais. hmm. Avant, je le voyais comme c'est fou, hein, c'est la même personne, mais Tu te sentais redevable. c'est ça. Je me Hmm, sentais redevable de peut-être du prof, justement, qui hmm, me. C'est lui, c'est grâce à lui que je fais une carrière. C'est grâce à mon compagnon, c'est grâce à un collègue. hmm, Ah, on m'a donné ce travail-là, mais non, c'est moi qui ai fait le concours, hmm. c'est moi qui ai gagné le concours, c'est moi qui joue là. Oui. Mais un chef Alors, d'orchestre, avec qui, pardon, je voulais juste dire, on me disait, hein, c'est pas, on m'avait dit, un chef d'orchestre m'a dit, ah, mais tu devrais jouer plus la vedette, mais hmm, profite. Et oui, après, voilà, je le faisais pas, hein. oui. Mais ce que tu dis illustre très bien le propos que je répète souvent, c'est que l'expression, l'estime de soi,
ça porte très bien son nom, parce que c'est l'estime qu'on se doit, nous, à nous-mêmes. Et c'est une gourde que souvent on essaye de remplir avec l'estime des autres. On va chercher une certaine confiance par rapport à la reconnaissance que les autres puissent nous offrir. Il y a la reconnaissance des autres qui peut être très forte, mais il y a l'estime de soi que nous avons à travailler nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. C'est fou comme dans une vie, on peut être la même personne et comme je l'ai dit, 20 ans après, on peut avoir peut-être plus de rides ou être moins fine qu'à 20 ans, mais se sentir beaucoup plus belle même. Parce que on se valorise plus, on Mm. se regarde dans le miroir avec des yeux plus justes, Mm. alors que 20 ans avant, on se regarde avec des miroirs, avec des pensées, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas, En il manque fait, encore on ça. se regarde en espérant que les autres nous trouvent belles. Exactement, c'est ça. Et ça, Mm. il faut comprendre que c'est une erreur. Il faut travailler sur soi et se valoriser. Mais moi, je travaille avec des musiciens et sur l'estime de soi, c'est très important. Et je dis, c'est la base. Le Mm. mindset, c'est de la base. Après, l'identité visuelle ou d'artiste, c'est la base. Mais tout découle de la même chose. Comment on se Mm. sent, comment on peut briller, en fait. Mm. Parce que briller, le mot, des fois, on se dit, bon, moi, je veux pas briller. Mm. Ça m'intéresse. Mais en Mm. fait, briller, c'est être en phase, être Mm. aligné avec ce qu'on veut faire. Dans notre société, l'amour de soi, quand on ouvre le dictionnaire, ça rime avec égoïsme et narcissisme. C'est à peu près Exactement. les deux C'est définitions qu'on peut trouver. Or, aujourd'hui, aussi grâce au développement personnel, on sait qu'une personne qui a une bonne estime de soi, qui a la confiance en soi, est bien meilleur compagnon de vie, que ce soit en couple, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations parents-enfants. C'est une personne qui est beaucoup plus facile et harmonieuse à vivre avec les autres parce qu'elle va pas être susceptible, elle va pas chercher à se valoriser aux yeux des autres à tout prix et qui va pas s'oublier et avoir des comportements de sauveur à tout prix. tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette problématique-là aussi. C'est-à-dire que se valoriser, mais attends, je vais être égoïste. Oui. Je pense à moi, ou si je dis que je suis fière, non, mais ça se fait pas. Hmm. Bon, je vais avoir trop d'ego. Enfin, il y a toujours Hmm. cette balance-là à trouver. C'est-à-dire entre je montre que je suis contente de ce que je fais ou je montre pas. Enfin, ça se fait pas. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon éducation, et dans l'éducation, c'est aussi c'est les parents, mais c'est aussi toutes les personnes qui nous ont entourés jusqu'à pouvoir être adultes. Hein. Hmm. Donc, c'était aussi brimé, c'est-à-dire que brimé dans le sens, euh, moi, quand j'ai eu mon bac mention très bien, par exemple, bah, c'était juste bien. Pas très bien, Hmm. Oui, Mais oui, bah, c'est c'était normal. correct. C'était correct. Oui, bon, on s'y attendait, évidemment. J'ai eu mon prix, mon premier prix de piano à 16 ans. Oui, bah, c'était normal. Enfin, voilà, oui, mais on s'y attendait, quoi. Et voilà, et donc, moi, quelque part, voilà, de dire, enfin, pour en revenir à un peu l'égoïsme, c'est-à-dire que dans la normalité ou dans, oui, ben, on veut pas valoriser ou flatter ou en tout cas faire des compliments dans notre entourage, par exemple, c'est aussi le problème de balance, c'est-à-dire on veut pas trop en faire parce que ça va lui gonfler son ego, mais si on n'en fait pas, finalement, l'ego, il va pas se développer. Mais en tout cas, c'est important que quand on grandisse, on puisse Hmm. soi-même faire un retour des choses et se dire, bon, ben, voilà, je n'ai pas besoin qu'on me flatte et j'ai pas besoin qu'on dise que tout en sait bien, mais je peux le faire pour moi-même. Hmm. Je voulais juste préciser pour les personnes qui nous écoutent qu'il y a bien évidemment la notion de égoïsme, de narcissisme, et on la retrouve au moment où une personne va faire des choses pour elle sans faire attention aux autres, au détriment des autres, sans respecter les autres. C'est la frontière
que quand on la dépasse, on rentre vraiment dans l'égoïsme et dans quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Mais il y a tout un spectre de sentiments que j'ai ma valeur, que je fais des choses bien, que je mérite de sacrifier du temps, de me donner du temps et de la valeur juste pour ne pas aller le mendier auprès des autres et ce ne sera pas au détriment des autres. Si tu considères que tu es une excellente pianiste, ta prestation sur scène va être plus belle et ça froissera personne. Et je pense que ton public sera heureux de t'offrir des applaudissements en verrant que ça te rend heureuse, plutôt que de voir une personne qui s'excuse presque d'être devant la scène. C'est ça. Euh, mais je dirais que quand on est un bon musicien, en fait, en plus, en plus de tout ce que tu viens de dire, il y a un ingrédient, c'est le lâcher prise. Hmm, Euh, enfin, voilà, c'est plus encore, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est comment arriver à finalement presque qu'on n'ait pas cet ego, qu'on laisse paraître hmm, qu'on soit en phase avec ce qu'on joue hmm, et que la musique soit plus importante presque que nous, mais que nous, on soit bien avec ça. hmm, C'est un équilibre à trouver entre justement, et on joue beaucoup mieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, où je travaille plus 8 heures par jour, je ne pourrais pas monter mon instrument et je travaille même, honnêtement, très peu mon instrument. Quand je fais des concerts, et je fais des concerts, on dit en espagnol disfrutar, que ça n'existe pas tellement en français, mais j'ai du plaisir, mais Tu les comme jamais. savoures. Voilà, peut-être, je les savoure, je mets mes mains au piano, mais pour moi, c'est comme si c'était un cadeau, quoi. Hmm, Et j'essaye de faire transmettre, en tout cas, ou en tout cas de donner le plus d'émotions possible pour les autres, mais aussi pour moi. hmm, Et vraiment, après, les personnes sont en capacité d'aimer ou de profiter de ce que je peux leur donner ou pas. hmm, Et voilà, en tout cas, j'ai trouvé ce lâcher prise, c'est-à-dire qu'on joue et c'est bien, tant mieux, on crée à ce moment-là. En plus, moi, j'interprète, hein, je ne fais pas forcément mes propres compositions, mais quand j'interprète jamais pareil. Ça sera toujours hmm, différent. Et ça sera hmm, toujours en fonction de mon émotion du moment ou ce que je veux faire passer. hmm, Il y a des pièces où directement, ça m'arrive d'avoir les larmes vraiment aux yeux, hmm. tellement c'est triste ou poignant. Ou, voilà, voilà. Et les personnes me l'ont dit. Enfin, oh là, j'ai pleuré à ce moment-là. Oui. Donc, voilà, travailler sur ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans son art aussi. Mais merci pour ce magnifique échange. J'aimerais juste ajouter que tu travailles avec des artistes et des musiciens et tu le fais à distance. Tout en étant en Argentine, tu travailles avec les artistes francophones, anglophones. Tout à fait. Je travaille actuellement avec un artiste au Québec, une artiste aux États-Unis, mais nous parlons en espagnol. Je travaille avec des artistes belges, français et un Suisse. Et voilà, évidemment, tout ce qui est hispanophobe ou francophone ou même anglophone, mais actuellement, je travaille pas en anglais. Je suis en mesure de pouvoir aider ces personnes-là. Si jamais quelqu'un a besoin de ton accompagnement, je mets le lien pour te contacter dans la description de ce podcast. Merci beaucoup pour tout, pour cette C'était un invitation. grand plaisir, un parcours magnifique, une sensibilité extraordinaire. C'était vraiment un grand, grand plaisir. Je laisse tous ceux qui nous ont écoutés avec un extrait de ta musique.
un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.